Bonjour à toutes et tous. Bon retour de pause après ce lunch. J'espère que vous avez pu vous sustenter à la hauteur de vos besoins. Mon nom est Carole Boulepsol, je suis professeure au département de travail social de l'UQO et je suis très heureuse d'avoir été invitée aujourd'hui à animer ce magnifique panel que je vous invite à tout de suite applaudir avant même que je les présente, s'il vous plaît. Mais oui, mais bien sûr qu'on vous applaudit. Panel qui en est un, puisqu'on va entendre aujourd'hui des réflexions, des présentations autour du thème qui est celui-ci, dialogue sur les enjeux de genre dans la carrière universitaire. Alors, je crois savoir, malheureusement, je n'étais pas là ce matin, que vous avez beaucoup parlé du contexte syndical. Là, on vous invite à donc... nous invitons plutôt à nous concentrer donc vraiment sur les enjeux à prendre en considération quant à la carrière universitaire à la lumière donc de 3 expériences réflexion. La première sera partagée par la professeure Valérie Lederer, qui est sociologue et épidémiologiste, professeure en santé au travail à l'Université du Québec en Outaouais, militante féministe et chercheuse engagée. Vous vous intéressez aux inégalités structurelles qui traversent les milieux de travail, en particulier aux liens entre santé, capacité, sexe, genre, vieillissement, statut migratoire et racisation. Vous êtes également responsable de l'axe des méthodes au sein de l'équipe interuniversitaire SAGE, SAGE pour santé, genre, égalité au travail, et vous dirigez ou co-dirigez plusieurs projets sur le cheminement de carrière des femmes en milieu académique, le vieillissement, les environnements de travail capacitants et plus largement les enjeux d'équité, de diversité et d'inclusion en santé au travail dans une perspective intersectionnelle. Sur le plan syndical, vous êtes responsable à la condition féminine au syndicat des professeurs de l'UQO et représentante de la Fédération des professionnels à la table confédérale de conditions féminines de la CSN. Et aujourd'hui, on va avoir le privilège de vous entendre autour d'une réflexion intitulée comme suit « Au-delà du plancher collant et du plafond de verre, se cache-t-il un placard gris ?» Regard intersectionnel sur le vieillissement du corps professoral. Alors, cher public, nous allons écouter nos conférencières. Gardez vos questions stimulées par ces échanges pour tout à l'heure. Je ferai peut-être un commentaire, peut-être pas, et je vous donnerai la parole. C'est ça. Pour tout de suite, on va écouter la professeure Lederer. Oui, donc, d'abord, je voudrais souligner mes coéquipiers sur ce projet, qui sont Anne-Renée Gravel, qu'on a entendu ce matin, qui est juste ici devant moi, Jessica Riel, professeure en santé au travail, Alexandra Lecourt, professeure à l'Université de Sherbrooke, Jean-Paul Dautel à l'UQO, Marie-Pierre Bernard Pelletier, et puis Eya Benassine, une étudiante en fin de parcours doctoral qui se cherche un poste en éducation, qui est féministe et très chouette, très compétente plutôt, je devrais dire. Donc, on va commencer avec quelques images, si vous voulez bien, quelques métaphores, puisque les trajectoires académiques sont encore souvent imaginées comme des parcours linéaires, basés sur le mérite, dans lequel chaque individu progresse individuellement, de façon autonome, rectiligne, vers le sommet de la tour d'ivoire. Évidemment, celles ici qui sont professeurs savent que c'est une vision un peu fictive et qui masque une réalité beaucoup plus complexe, en raison notamment d'effets systémiques de genre, d'effets liés à la parentalité, à la santé, à la capacité, au parcours migratoire, à la racisation et à l'âge, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, qui viennent influencer finalement les trajectoires des carrières des professeurs. Donc, pour beaucoup, la progression académique ressemble plutôt à une architecture complexe, ponctuée d'interruptions ou de ralentissements, avec des voies sans issue, des barrières bougeantes, mouvantes, un peu comme les escaliers mouvants dans Harry Potter, si vous avez vu le film, ou encore les escaliers impossibles de Escher. Et si on continue dans les métaphores, puis après celle-là, j'arrêterai. Souvent, on va se représenter les embûches dans la trajectoire de carrière par des images, justement parce qu'on a du mal à nommer ces barrières un peu invisibles qui font partie du système, qui font partie de l'environnement de travail et sur lesquelles on n'arrive pas toujours à mettre des mots. Donc, une image souvent utilisée, c'est le plancher collant qui symbolise en fait tous les éléments systémiques qui vont freiner certains groupes de professeurs en début de carrière et les empêcher d'accéder notamment à la permanence. Donc, c'est par exemple un accès plus restreint aux enseignements au cycle supérieur,
un démarrage plus lent au niveau de la programmation de recherche qui serait lié par exemple à des pressions associées à la conciliation travail-famille qui arrivent souvent, enfin les grossesses qui arrivent souvent au début de la carrière professorale aussi. Grossesse qui a un impact non seulement sur la conciliation travail-famille, mais parfois qui force les professeurs à s'endetter de cours quand elles doivent partir en cours de trimestre, donc qu'elles ne peuvent pas enseigner. Elles vont se retrouver avec des dettes de cours à rembourser à leur retour au travail après le congé parental. En tout cas, c'est comme ça encore chez nous à l'UQO, je pense dans quelques autres universités. Les tâches d'administration pédagogique qui sont connexes, sans nom, un peu invisibles, celles qui ne sont pas reconnues, mais qui prennent quand même, qui nous grugent quand même du temps. Donc ça, c'est au début de la carrière. On a parfois du mal à démarrer, puis ça concerne les femmes, ça concerne aussi parfois les profs racisés, les profs qui ont des trajectoires migratoires et qui ont beaucoup d'adaptations à faire en début de carrière. Il y a une autre image qui est celle du tuyau percé qui illustre en fait la perte progressive des talents féminins, et aussi ça a été beaucoup étudié chez les professeurs racisés et les autres minorités. Donc, en cours de carrière, en fait, depuis le début du parcours académique, chaque fois qu'on passe une étape, du bac à la maîtrise, de la maîtrise au doctorat, du doctorat à prof associé, ensuite prof permanent, etc. Chaque fois qu'on passe une étape, on perd des talents qui quittent le monde académique de façon parfois involontaire. Quand on a accès à moins d'opportunités au début, il y a un moment où on ne peut plus continuer. Ou quand on a moins de soutien, ou parfois c'est volontaire, donc des personnes qui vont quitter la carrière académique à cause de difficultés rencontrées qui sont souvent d'ordre aussi systémique, donc la discrimination, conciliation, on en a déjà parlé, le manque de reconnaissance aussi des recherches menées par certains professeurs ou certaines professeurs, le harcèlement et d'autres embûches similaires. Le troisième phénomène, c'est le plafond de verre, donc ça c'est les barrières invisibles à l'accès aux postes et aux rôles académiques les plus prestigieux, donc les sous-représentations, par exemple, dans les chaires de recherche, les promotions, la titularisation, les postes de recteur, rectrice, vice-recteur, vice-rectrice, et aussi des plus petits rôles, mais quand même importants pour le développement de carrière professorale, par exemple les invitations à siéger sur des comités prestigieux, l'accès à des prix en recherche, à des prix en enseignement, donc, dépendant des disciplines, aussi les invitations parfois à prendre parole dans des grands colloques peuvent avoir des dimensions genrées aussi. Mais aujourd'hui, je vais vous parler, on va y arriver, d'un quatrième phénomène qui est celui du placard gris. En fait, c'est moi qui l'ai intitulé comme ça, le placard gris, un espace discret, un peu restreint, un peu dans l'ombre, qui symbolise l'invisibilisation et parfois la mise à l'écart des professeurs en fin de carrière, des professeurs vieillissants. En particulier, de nouveau, on retrouve nos groupes qui sont depuis le début freinés, donc les femmes, les personnes racisées et celles qui ont des trajectoires moins linéaires en raison, par exemple, de l'immigration, et qui, à un moment donné, soit ne se reconnaissent plus dans les normes universitaires, perdent le sens, ou vivent un sentiment de fatigue structurelle, à force de se buter à des embûches, et qui commencent à vivre aussi des difficultés à se maintenir en raison, par exemple, de problèmes de santé ou autres. Et enfin, également la discrimination que j'ai mentionnée tout à l'heure. Donc, le vieillissement professoral, en fait, c'est vraiment un phénomène qui est prévisible, qui est documenté, qui est documenté dans les données démographiques, donc qui est présent dans toutes les populations de travailleurs et travailleuses, mais il est particulièrement présent chez les professeurs. Je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure. Et ça demeure vraiment un angle mort des politiques EDI à l'université. Donc, si vous remarquez, d'habitude, dans les politiques EDI, on va parler de handicap, on va parler des femmes, on va parler des professeurs racisés et on va parler des populations LGBTQ2+. Mais l'âge est vraiment pratiquement jamais présent. Et c'est le cas aussi dans beaucoup de milieux de travail, mais en particulier dans les universités, l'âge brille par son absence. Alors, avant de passer à la suite et de vous donner un peu plus de
de matériel sur les professeurs vieillissants. Je voulais juste vous faire remarquer le point commun de toutes les métaphores qu'on a vues jusqu'ici. Ça représente des embûches de carrière qui ont toutes trait à l'environnement, au milieu de travail, hein, donc, c'est un peu là que je veux vous emmener aujourd'hui, à penser au milieu de travail, à penser à l'environnement de travail. Il y a des éléments dans l'écosystème académique, dans nos milieux de travail qui entravent les carrières et que les femmes et d'autres groupes historiquement minorisés ont du mal à nommer, et c'est pour ça qu'ils utilisent ces images. Donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être de décortiquer certains de ces enjeux et comprendre comment le vieillissement du corps professoral en fait, interagit avec les enjeux de DI et non seulement pour documenter les barrières, mais aussi pour penser à qu'est-ce qui rendrait nos environnements de travail plus durables, plus capacitants, plus inclusifs pour tous et toutes. Donc, en fait, vous le savez peut-être ou peut-être pas, l'ensemble des institutions universitaires au Québec se sont engagées à créer des environnements plus équitables et plus inclusifs pour le corps professoral. Donc là, je l'ai déjà dit, quand on parle des groupes, on parle rarement de l'âge. Quand on parle de l'âge, on en parle toujours pour mentionner la relève professorale. Donc, on pense aux jeunes professeurs, mais les professeurs vieillissants, on n'en parle pas tant. Pourtant, ils vivent eux aussi des enjeux d'équité, de santé et des enjeux organisationnels importants. Et donc, paradoxalement, c'est vraiment une dimension intersectionnelle qui est peu étudiée. Concrètement, dans notre projet, ce qu'on cherche à faire, c'est explorer comment les universités pourraient mieux soutenir les professeurs à tous âges dans le but d'aboutir finalement à des recommandations concrètes. Donc, on va directement passer la partie sensibiliser et discuter du problème. On va directement se concentrer sur les solutions et essayer de trouver de façon partenariale avec les universités, avec 3 universités qui sont l'UQO, l'UQAM et la TELUC, des solutions pour améliorer la situation, les trajectoires de carrière et l'inclusion à l'université à tout âge. Dans la perspective qu'on a adoptée, on utilise une perspective d'ergonomie féministe en santé au travail. C'est une perspective... il reste 10 minutes. OK. Donc, c'est une perspective selon laquelle les travailleurs, travailleuses, ici les professeurs, vont mettre en place des stratégies de régulation de leur activité de travail pour essayer de se créer de la marge de manœuvre. Donc, quand on a du mal à se maintenir en santé, à garder l'équilibre, on va chercher à se trouver des marges de manœuvre en mettant en place des stratégies. Puis, ce qui influence cette marge de manœuvre et la possibilité de mettre en place des stratégies de régulation dans l'activité de travail, c'est l'accès aux ressources, beaucoup, donc les connaissances de ses droits, l'accès à l'information, le soutien des collègues, etc. On va regarder ça et en miroir, ou en complémentarité, on va adopter une approche féministe intersectionnelle, donc pour regarder quels sont les enjeux de pouvoir et les rapports sociaux justement dans ces accès aux ressources, dans ces accès aux droits et au soutien et à tout ce qui peut rendre finalement l'environnement de travail un peu plus capacitant pour chacun et chacune. On suit où? Donc, je vais vous présenter aujourd'hui une partie du projet parce qu'il commence seulement. Donc, on a fait jusqu'ici la recension des écrits et puis une analyse des leviers d'action institutionnels dans les 3 universités en regardant les politiques, les plans d'action institutionnels et les conventions collectives. Puis, par la suite, l'objectif, si on obtient notre grand financement qu'on a demandé récemment, ce sera de faire des groupes de discussion avec les professeurs et aussi avec n'importe quel professeur, puis aussi les professeurs qui font partie des comités dédiés, des comités de santé-sécurité, des comités syndicaux, et qui sont très, très informés, en fait, des enjeux que vivent les professeurs vieillissants. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que le corps professoral a vieilli. En fait, le corps professoral a toujours été vieux en raison de nos... on est vieux. On commence nos carrières tard, on étudie longtemps. Donc, forcément, le groupe des professeurs est plus vieux que la moyenne.
Mais en fait, on vieillit aussi plus vite que la population active générale. Donc non seulement il y a un vieillissement démographique dans toute la population, mais à cause des transformations du monde universitaire, justement les formations se prolongent. On devient de plus en plus exigeant au niveau des formations demandées aux jeunes professeurs. Il y a plus de précarité en début de carrière. Et en fait, ça fait un effet de boucle parce que comme les professeurs commencent leur carrière plus tard qu'avant, ils vont aussi prolonger leur carrière parce qu'ils sont précaires plus longtemps. Donc, pour sécuriser, par exemple, la pleine retraite, ils vont devoir continuer à travailler, même parfois au-delà de 65 ans. Et ce phénomène-là, donc des carrières qui s'allongent, en fait, en 1972, il y avait moins de 1% qui travaillaient après 65 ans. Aujourd'hui, c'est 12% des professeurs qui choisissent de continuer à travailler au-delà de 65 ans. Et l'âge médian des professeurs a aussi augmenté de 13 ans. Donc, on est passé de 38 à 51 ans aujourd'hui, l'âge médian des professeurs. Et ça aussi, ça pose une question en fait de gestion de la transition générationnelle dans les universités parce que comme les professeurs restent longtemps, il y a moins de... Les jeunes rentrent plus tard aussi parce qu'il n'y a pas de place. Il faut attendre qu'un prof quitte pour qu'un nouveau prof rentre. Donc, ça crée une boucle sans fin où on commence plus tard et puis on finit plus tard. À cause de tout ça, ou en tout cas en conséquence de tout ça, ça cause des problèmes au niveau organisationnel. Donc là, je vous en ai mentionné un qui est le renouvellement du corps professoral. Il y a aussi des problèmes d'absentéisme et de besoins d'accommodement qui sont de plus en plus importants parce que les professeurs plus âgés, en fait, à partir de 45, 50, 55 ans, c'est là que se déclarent les maladies chroniques, en tout cas tous les troubles, fatigue, etc., qui peuvent, usure psychologique, défis cognitifs, épuisement, qui peuvent se manifester davantage. Et donc, ça cause plus d'absentéisme au niveau organisationnel. Au niveau du corps professoral lui-même, les enjeux qui se retrouvent dans la littérature, donc les problèmes de santé, je les ai mentionnés. La conciliation de travail-famille aussi, qui est plus délicate. Elle est délicate à tous les âges, en fait, mais pour les travailleurs et les travailleuses vieillissants, en fait, les professeurs et les profs vieillissants, souvent, ils vont encore avoir à s'occuper de leurs enfants, mais même quand les enfants ont atteint l'autonomie, ils vont continuer d'assumer des responsabilités de proche aidance et en même temps, parfois, ils vont commencer à s'occuper de leurs parents aussi et parfois pendant plusieurs années. Donc, les déplacements professionnels pour participer à des congrès, des colloques, la gestion des partenariats, de la recherche de terrain, tout ça, c'est plus compliqué quand on a des responsabilités de proche aidance, quand en plus on doit gérer ses propres problèmes de santé. Et une surcharge de travail, parce que comme la carrière, par exemple, des femmes commence un peu plus tard, là, le haut de la carrière, c'est-à-dire le moment de la carrière où elles commencent à être sollicitées, invitées, où elles commencent à encadrer beaucoup d'étudiants, ça arrive, tout ça arrive en même temps, puis en même temps, il y a la ménopause, et puis en même temps, il y a... Vous voyez le portrait, donc tout arrive un peu... à un âge assez avancé pour les femmes, autant le positif que les barrières et les défis. Puis là, j'ai surtout parlé des femmes, mais les professeurs qui ont des trajectoires migratoires aussi ont des enjeux. Souvent, leurs parents, par exemple, sont à l'étranger. Donc, les parents tombent malades. Ça devient très complexe de gérer, justement, ces responsabilités de proche aidance. En même temps, souvent, en tout cas dans un certain nombre de cas, ils ont un peu plus de pression aussi culturellement, et surtout les femmes de certaines cultures, de s'occuper de leurs parents, de leur famille, même si elles sont parties devenir profs à l'étranger. Donc, c'est un enjeu aussi. L'agisme, qui est subtil et qui va faire en sorte que soit la personne va commencer à se mettre à l'écart ou va s'isoler. Donc, les stéréotypes agistes, ça va être par exemple que les professeurs vieillissants seraient plus rigides, obsolètes, résistants au changement, où on sous-estime leur carrière préalable, soit leur carrière académique ou leur carrière même avant la carrière académique. Dans le cas des professeurs issus de l'immigration, c'est particulièrement le cas aussi. Souvent, ils ont de très longues carrières avant de devenir profs. Et la surcharge de travail, j'en ai parlé.
Tout ça, en fait, se combine aussi... oui, je me... Ah, OK, c'est bon. OK, c'est bon. Donc, toute cette marginalisation, en fait, se manifeste également par un phénomène qu'on appelle embodiment ou l'incorporation de l'âge. Donc, c'est défini comme l'auto-intégration inconsciente des stéréotypes, notamment agistes, qui sont issus de l'environnement et qui, finalement, vont, par cumul d'inégalités sociales au cours de la vie, finir par se manifester dans le corps. Donc, quand on parle du corps professoral, c'est littéralement le corps aussi, le corps physique, qui va finir par encaisser toutes ces inégalités, toutes ces barrières, tous ces freins vécus et qui va finir par intensifier des sentiments, des risques d'épuisement, des sentiments d'autodépréciation, un absentéisme plus élevé. Et ça a même été associé à l'apparition de problèmes de santé comme des maladies cardiovasculaires, le diabète et la dépression. On clique, voilà. Ah oui, intersectionnalité, j'en ai quand même déjà parlé là, mais donc les carrières sont encore plus tardives et encore moins linéaires pour les femmes en raison des grossesses. Pour les personnes issues de l'immigration, ça j'en ai parlé, plus d'interruptions de carrière pour les femmes, un accès moindre aux promotions, un accès moindre à la titularisation. Donc si vous avez par exemple les titularisations dans mon université à l'UQO, on voit que à peu près 2/3 des hommes ont atteint la titularisation au moment de prendre leur retraite, alors que pour les femmes, c'est moins que 50%. Et ça fait plusieurs décennies qu'il y a plus de femmes à l'UQO que d'hommes, donc c'est pas... de toute façon, ici, c'est des proportions. Et même quand on regarde dans les échelles salariales, l'échelon auquel les femmes sont arrivées en moyenne au moment de prendre leur retraite est plus bas. Et comme les revenus de retraite, en fait, sont calculés sur base des dernières années, sur base du salaire des dernières années, ce différentiel de salaire, ça se prolonge même après la carrière, pendant toute la retraite. Il va y avoir un différentiel. Et il y a des études qui ont chiffré ça à plus de 500 000 $, là, le différentiel homme-femme, du début de la carrière jusqu'à la fin de la retraite. Il faut conclure. OK. Donc, je passerai vite sur, en gros, dans les politiques, dans les conventions collectives et dans les plans d'action, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. On parle juste de la retraite. Il y a la TELUC qui se distingue en mentionnant l'âge, mais c'est juste une mention. Il n'y a pas vraiment d'objectifs, de mesures, de quoi que ce soit de but associé à la prise en compte du vieillissement dans la carrière professorale ou dans les politiques d'équité, diversité, inclusion. Et si on regarde par enjeu, vraiment, quand on parle de l'âge dans les conventions collectives, on parle un peu de proche aidance quand même, mais de façon ponctuelle, c'est-à-dire la proche aidance est vue comme quelque chose un événement court de 3 mois, 4 mois. Et alors qu'on sait que pour certaines professeurs, je parle de certaines parce que c'est plus souvent les femmes qui le font, mais ça peut durer plusieurs années. Donc, il n'y a pas vraiment d'accommodement pour ça. Et sinon, il n'y a aucun accommodement dans les conventions collectives qu'on a regardées jusqu'à maintenant. Vraiment rien du tout. À l'UQAM, il y a la demi-retraite qui peut servir un petit peu de cette fonction, mais ce n'est pas vraiment mentionné clairement. Donc, notre projet, le potentiel de notre projet, c'est vraiment d'essayer d'émettre des recommandations pour remédier à cette omission dans les politiques de DI et d'essayer de valoriser en fait aussi les professeurs vieillissants qui peuvent être vraiment pardon, je bafouille parce que là, je suis stressée du temps, mais des inspirations. Ils font beaucoup de mentorat, ils connaissent très très bien les enjeux institutionnels, elles ont une grande expérience pédagogique, donc c'est vraiment urgent, important, intelligent en fait d'adapter les pratiques et les politiques aux enjeux du vieillissement. Et comment ça se fait, vous pourrez me poser la question tantôt. Merci beaucoup. Vous avez anticipé ma demande parce que, évidemment, j'allais vous encourager à applaudir.
J'ai vu plusieurs personnes réagir à des mots comme ménopause, parents loin dont il faut prendre soin. J'ai vu des personnes paniquer, d'autres hocher la tête en disant mais c'est ça qui nous arrive, bien entendu. Alors gardez toutes ces réactions et ces commentaires pour tantôt. On va pouvoir faire des liens ensemble, vous allez voir, avec les 3 présentations. Merci encore beaucoup. Alors, sans plus tarder, on va continuer en fait de parler d'enjeux. Mon Dieu, je parle bien proche du micro. On va continuer de parler d'enjeux systémiques et d'obstacles systémiques quant au parcours de différentes personnes chercheuses, notamment les personnes chercheuses noires et racisées. Et pour ce faire, on a la chance aujourd'hui d'accueillir Félicia K et Saez Taher. Je ne sais pas pourquoi je roule le R, n'importe quoi. Donc, Félicia, vous êtes détentrice d'un baccalauréat en développement international, sciences politiques et entrepreneuriat social de l'université McGill depuis 2022. Vous êtes également passionnée de recherche portant sur les réalités des femmes noires, racisées et autochtones au Québec, mais aussi à travers le monde et des solidarités développées entre ces populations. Vous avez un intérêt tout particulier pour la recherche par, pour et avec les communautés et la co-construction de pratiques et d'outils pour décoloniser les milieux et les moyens de recherche. Dernièrement, vous avez été la chercheuse communautaire du projet PAR, PAR qui signifie Promotion des actrices racisées de la recherche, et vous occupez depuis 2023 le poste de coordonnatrice de projet et de recherche à Relais Femmes. Vous êtes accompagnée par Saez Taher. Vous êtes chercheuse postdoctorale au sein du Refugee States Project, au département des arts de culture et de médias de l'Université de Toronto. Vos travaux se situent au croisement des théories féministes et critiques de la race, des théories décoloniales et postcoloniales, des épistémologies féministes du Sud global, ainsi que des études féministes musulmanes critiques. Ensemble, vous allez nous entretenir donc de votre expérience de recherche au sein du projet PAR, avec une communication qui s'intitule « Obstacles systémiques et stratégies de résistance pour les chercheurs noirs et racisés en recherche partenariale au Québec ». Vous avez 20 minutes, je vais vous faire des petits coucous. On peut les applaudir. Merci Carole, on est super ravis d'être là aujourd'hui. Merci au RECEF et à toutes les organisatrices pour cet événement et puis pour l'invitation. Juste avant de commencer, vu que c'est pas le sujet de notre recherche, on voulait quand même, Félicia et moi, nous positionner en solidarité, vu que c'est un colloque qui aborde la question de la précarisation, la vulnérabilité au travail, de nous positionner en solidarité avec les femmes musulmanes qui, actuellement, puis depuis de nombreuses années au Québec, sont vulnérabilisées d'une façon extrême et très violente, politiquement, mais également au niveau socio-professionnel. Et on pense notamment à la loi 94 qui renforce cette vulnérabilité. Voilà. Donc, ça met le thème parce qu'on va parler des femmes racisées et femmes noires qui font de la recherche partenariale. Je vais juste prendre le... Donc, je pèse ici? Oui. OK, cool. OK, c'est bon. Donc, je vous résume. En fait, aujourd'hui, on va parler du résumé du projet de recherche, du rapport de recherche que Saez et moi avons travaillé en hiver, fin d'automne 2022, début de l'hiver 2023. Donc, on va faire le tour un peu de ça. Donc, pour commencer... OK. Le plan de match aujourd'hui, donc, pour débuter, on va parler un petit peu de la genèse du projet, pourquoi le projet part. Ensuite, on va regarder un peu les méthodologies qui ont été employées pour le projet de recherche. Et finalement, on va vous parler des résultats qui sont déclinés en 3 sections. Donc, tout d'abord, les défis et obstacles systémiques vécus par les populations qu'on a ciblées avec ce projet. Ensuite, la gestion de ces défis et finalement, les perspectives pour le milieu de la recherche partenariale. Donc, pourquoi le projet PAR? Donc, le projet PAR naît de 3 constats principaux. Donc, premièrement, la sous-représentation des femmes et personnes non-binaires, noires et racisées dans les milieux de recherche partenariale. Les milieux de recherche partenariale féministes sont compris aussi là-dedans. Ensuite, les barrières systémiques qui existent pour ces populations d'accéder des cercles, des positions de pouvoir dans ces projets de recherche partenariale-là, donc des espaces décisionnels. Et finalement, la pression accrue sur ces populations aussi. Donc, quand je dis ces populations, c'est toujours les femmes et personnes non-binaires, noires et racisées qui font de la recherche partenariale. Donc, la pression accrue sur ces populations de produire des connaissances. Donc, projet PAR, donc P-A-R-R, pour promotion des actrices racisées de la recherche, dans lequel on a essayé de développer des espaces non mixtes, donc par, pour, avec, et de créer des nouvelles documentations et pratiques pour les communautés de recherche partenariale.
Donc, les travaux existants, donc pour la revue littérature un peu qu'on a fait à ce moment-là, donc on a vu qu'il y avait quand même des choses qui existaient au Québec, en fait, sur l'intersectionnalité, beaucoup. Donc peut-être, j'ai peut-être skippé, OK. Oui, donc il y a les 3 objectifs, donc de documenter les obstacles systémiques vécus par ces populations-là. Ensuite, d'identifier les stratégies individuelles et collectives mises en place pour ces communautés. Le 3e objectif ici, ça n'a pas été tant Saz et moi qui l'avons porté, mais plutôt nos collègues Maude Jean-Baptiste et Ornella Tannous, qui s'occupaient plus de la mobilisation communautaire. Donc, le 3e objectif, de soutenir le développement de pratiques collaboratives. Et l'aspect central du projet, en fait, ça a été le parcours avec. Donc, Saz va vous en parler un petit peu plus tard, mais c'est vraiment quelque chose qui a fait partie de toutes les étapes, en fait, du projet. Donc, comme je disais, sur les travaux existants, sur l'intersectionnalité, il y avait quand même beaucoup de choses qui existaient, que ce soit dans le contexte québécois ou à l'extérieur. Ensuite, pour tout ce qui est milieu communautaire et universitaire, on voyait aussi beaucoup des écrits, mais qui se concentraient sur un milieu ou l'autre. Donc, les femmes noires dans les milieux communautaires, les discriminations vécues dans les milieux universitaires, peu d'articles ou de projets de recherche, en fait, qui s'interrogeaient sur les interactions entre ces 2 milieux. Il y avait aussi des projets de recherche sur les injustices épistémiques qui ressortaient. Donc, les liens entre les injustices épistémiques et les recherches partenariales. Est-ce que les recherches partenariales peuvent être comme un bouclier contre ces injustices épistémiques? Donc, ce genre d'écrit existait. Mais ce qu'on a amené à part de différents, donc il y a quatre thèmes, en fait, qui nous différencient un peu. Donc, premièrement, le sujet. Donc, les femmes et personnes non-binaires, noires et racisées en recherche partenariale, c'est assez pointu. Donc, sur ces populations-là, il n'y avait pas grand-chose qui existait. Ensuite, le fait de faire la recherche sur le Québec, encore une fois, c'était très limité ce qui existait. Donc, il y avait quelques écrits sur le reste du Canada, mais pour ce qui est du Québec, il manquait un peu d'informations. On pouvait venir bonifier pour ça. Ensuite, comme j'ai dit tantôt, les milieux communautaires et universitaires étaient plutôt traités individuellement et moins en communication, en relation un avec l'autre. Donc, c'est aussi un des apports différents qu'on avait. Et finalement, le parcours avec, qui est vraiment toutes les étapes, toutes les personnes qu'on va nommer, on est vraiment dans cet aspect-là de parcours avec. Donc, pour le cadre méthodologique, donc, il y avait quand même 3 comités qui nous ont accompagnés à travers les différentes étapes du projet de recherche. Donc, tout d'abord, il y avait le comité consultatif, comité aviseur, qui était là du début du projet de recherche, donc dans l'idéation, mais qui nous a accompagnés puis qui a servi un peu de chambre d'écho à travers le projet de recherche. Donc, quand on pensait à nos questionnaires, quand on pensait aux façons de sonder aussi le public cible, mais aussi dans la rédaction, la révision. Donc, c'est vraiment un groupe qui nous a suivis tout au long du projet de recherche. Ensuite, il y avait le comité consultatif ad hoc. Donc, comme j'ai dit tantôt, c'est plutôt dans l'automne qu'on a fait la récolte de données. Donc, dans l'été, on a eu la chance de réunir un comité avec lequel on a testé nos questions. Donc, on a fait comme si on était déjà en collecte de données pour voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, ce qui ressortait, mais aussi pour avoir leur avis. Donc, c'est quoi les angles morts qu'on a? Puis, on les a aussi sondés sur la question de l'éthique. Donc, au projet PAR, on voulait vraiment essayer de réfléchir à un cadre éthique indépendant de l'université, puis qui fonctionnerait bien avec les communautés, le communautaire, en fait. De cette réflexion a émergé le comité éthique, qui était formé de 3 personnes, donc une personne du communautaire, une personne de l'universitaire, puis une professionnelle en éthique, avec lesquelles on a élaboré ce cadre éthique pour le projet PAR, un cadre éthique qui se travaille encore aujourd'hui. Puis ce qui a été intéressant aussi d'avoir ces personnes-là présentes, c'est qu'on savait qu'en faisant les entrevues avec des personnes noires et racisées qui font de la recherche partenariale, on allait leur demander de revisiter des expériences plus difficiles. Donc, d'avoir ces personnes-là présentes comme un backup, comme des personnes vers lesquelles les participantes pouvaient se tourner s'il y avait des malaises qu'elles vivaient, s'il y avait des choses qu'elles avaient vécues en entrevue. C'était vraiment intéressant de les avoir dans ce projet. Ensuite, pour la collecte de données, donc ça a été une collecte de données vraiment intense au niveau des entrevues. On les a presque toutes faites en septembre 2022, donc de 20 participantes. Puis on a aussi eu 2 focus group par la suite, les 2 à Montréal, un en anglais, un en français. On a voulu sortir de Montréal, aller à Trois-Rivières et à Rimouski, mais on a eu des enjeux au niveau de la mobilisation. On était serrés dans le temps aussi. Par contre, ça, on va en parler un peu tantôt, là, du cadre méthodologique, mais on a quand même réussi dans les entrevues à rejoindre des personnes de l'extérieur de Montréal. Est-ce que vous... Non. Ouais, OK. Là, c'est bon. Super.
Oui, donc pour mieux cartographier et répertorier les profils des personnes participantes, donc on leur a demandé de remplir un formulaire sociodémographique. Et vous allez avoir ici, je vais essayer de passer rapidement, quelques chiffres qui présentent leur portrait. Donc, oui. On a 25 femmes et personnes non-binaires, noires et racisées, donc 20 qui ont participé à des entrevues individuelles semi-dirigées et 5 dans 2 groupes de discussion. Les âges sont variés, même si la catégorie d'âge la plus représentée concerne les personnes qui ont entre 36 et 45 ans. 14 personnes participantes résident dans la ville de Montréal et 7 dans d'autres villes au sein de la province du Québec, dans les régions de l'Estrie, du Bas-Saint-Laurent, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie, de Montréal et de Laval. Et une personne participante réside à l'extérieur de la province du Québec. 4 personnes participantes s'identifient davantage comme appartenant au milieu académique, 2 au milieu communautaire et 16 à l'un et à l'autre simultanément. En moyenne, les personnes participantes sont impliquées dans le milieu académique et ou communautaire depuis 9 ans. Et c'est évidemment une moyenne, mais pour vous donner une idée, cette implication a varié entre 2 et 25 ans. 8 personnes participantes s'identifient comme étant noires, 4 personnes comme arabes et nord-africaines, 5 comme latinx et 5 comme asiatiques du sud et du sud-est. 19 personnes participantes s'identifient comme femmes cisgenres, 2 participantes comme femmes transgenres et transféminines, et 1 personne participante comme personne non-binaire. Et enfin, 3 personnes participantes indiquent être en situation d'handicap. Donc vous avez ici un portrait assez bref, mais on pourra revenir dessus au besoin durant la période de questions. Donc sur l'approche... Voilà, désolée. Sur l'approche méthodologique par pour avec maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire quand on avance qu'une recherche est menée avec une approche par, pour et avec les populations qui constituent les sujets de la recherche? Avant tout, par, ça veut dire qu'il y a une importance accordée au fait que la composition de l'équipe de recherche reflète les profils, les réalités et les expériences des personnes qui vont être sollicitées et qui vont devenir les sujets de la recherche. Donc, c'est une approche méthodologique qui implique de tenir compte du positionnement d'où chacun et chacune se situe et d'assumer et d'affirmer que certaines expériences d'oppression peuvent difficilement être récoltées et recueillies par des chercheurs qui se trouvent externes au groupe étudié. Dans l'approche par pour avec, ça implique de penser que les bénéficiaires de la recherche sont les populations interviewées, celles dont on est venu soutirer les expériences, l'expertise et le temps pour mener à terme notre recherche. Et enfin, avec, c'est le fait d'envisager que les communautés et l'équipe de recherche co-construisent ensemble les savoirs, la recherche et les avenues de transformation des milieux dans lesquels on évolue. Puis on pourra parler de ça éventuellement lors de la période d'échange. Quels sont les défis? Quels sont les principaux défis de mettre en application une telle approche? Donc, dans le cadre de notre projet PAR, travailler sur des communautés qui nous ressemblent, dont on fait pour certaines parties, fait en sorte que les témoignages que l'on reçoit convoquent des réalités qui nous sont très souvent familières, dans lesquelles on peut la plupart du temps se reconnaître. Mais c'est également questionnant sur notre propre positionnement en tant que femmes noires et racisées au sein d'organisations majoritairement blanches, féministes blanches, donc que ce soit l'organisme communautaire pour lequel on a travaillé, pour lequel Félicia travaille toujours, ou des centres de recherche, les universités en général. Et donc, ça met en perspective aussi les propres défis pour nous que ça a été de mener une telle recherche dans des espaces majoritairement blancs. Enfin, et peut-être surtout, l'approche par pour avec, c'est à concevoir comme un processus, c'est un apprentissage continu qu'il faut toujours travailler à améliorer au fil de nos recherches parce que c'est toujours quelque chose qu'on peut perfectionner. On ne prétend pas du tout, avec le projet PAR, être parfaitement aligné sur une éthique méthodologique par pour avec, notamment du fait que l'équipe de recherche n'est pas constituée de personnes non binaires. On pourra bien sûr revenir sur ces différents points par la suite.
Je passe rapidement maintenant à la présentation des résultats. Donc on va avec Félicia vous présenter premièrement les principaux défis, obstacles systémiques rencontrés par les personnes participantes. Deuxièmement, la gestion et les répercussions de ces défis sur leur vie personnelle et professionnelle. Et troisièmement, leurs perspectives pour le milieu de la recherche partenariale. Donc, comme premier défi, les personnes participantes qui travaillent dans le milieu communautaire nous racontent le manque de ressources financières, logistiques et humaines auxquelles elles font face pour mener des recherches partenariales. Pour plusieurs, ce manque s'inscrit dans un contexte où les travailleuses du communautaire sont déjà surchargées et sursollicitées, et donc ce manque de moyens encouragerait les organismes communautaires à participer à des recherches partenariales, notamment pour recevoir des compensations financières. C'est ce que nous confiait l'une des personnes participantes au projet quand elle explique « To pay for this, to pay for that, for our supplies, but we don't even have an office. We also get the honorarium from universities if they call us to talk in their classes, so that's how we survive. » Ce que soulignent aussi les personnes participantes, c'est que les financements généralement obtenus pour effectuer de la recherche partenariale sont alloués principalement aux chercheurs et chercheuses des milieux académiques et non du communautaire. Pour ce qui est du deuxième défi, selon les personnes participantes, les milieux communautaires et universitaires ne sont pas confrontés à la même pression en termes d'échéanciers dans la recherche. Elles ne définissent pas non plus de la même façon les besoins et les objectifs en recherche. On nous a décrit en fait ce décalage entre des organismes communautaires qui attendent des réponses concrètes à leurs besoins sur le terrain et le milieu universitaire qui a lui des objectifs avant tout orientés vers la production scientifique et le capital symbolique ou financier qui peut en être retiré, publications, subventions, etc. Et ici, on a une personne participante qui nous explique, par exemple, je cite, « Quand on est dans le milieu communautaire, on a des besoins immédiats auxquels on doit répondre au quotidien. Puis, on n'a pas le temps de trop discuter sur des principes, des théories et autres. » Au sein des milieux communautaires, plusieurs participantes dénoncent également la charge supplémentaire de dégager du temps dédié à la recherche partenariale, en plus de leur travail à temps plein. Au sein des universités aussi, plusieurs personnes participantes évoquent le surmenage et notamment les heures supplémentaires accumulées pour respecter les exigences de demande de financement, de publication ou d'autres livrables. Et ce surmenage de chaque côté rend difficile le fait de concilier les emplois du temps des unes et des autres pour mener la recherche et surtout pour respecter les objectifs que chacun des côtés avait initialement prévus pour mener cette... Oula, ok, je vais me dépêcher. Donc comme troisième défi, les personnes participantes abordent le manque de représentativité des femmes et des personnes non-binaires noires et racisées au sein des milieux universitaires et communautaires comme étant un autre obstacle auquel elles doivent faire face, que ce soit au cours de leur parcours académique ou leur présente situation professionnelle. Plusieurs participantes constatent que les milieux de recherche, particulièrement universitaires, se caractérisent par une forte sous-représentation des minorités raciales, ce qui participe de leur sentiment d'isolement. Et cette sous-représentation, elle est jugée d'autant plus problématique lorsque des projets de recherche sont menés sur des enjeux raciaux, sans ou avec une faible proportion des personnes noires et racisées qui dirigent et qui mènent le projet. Nos participantes vont nous révéler que cette sous-représentation permet de justifier le fait que l'on va instrumentaliser les personnes noires et racisées, mais aussi que l'on va instrumentaliser leur savoir et leur réseau pour mener à bien les recherches. J'essaie de sauter quelques passages. C'est horrible, c'est horrible. Oui. Donc... Oui, autre point important toujours sur cette question, plusieurs participantes expliquent que les équipes de chercheurs universitaires ne détiennent souvent pas l'expertise nécessaire pour mener la recherche pour laquelle ils et elles sont payés. Ils n'ont en plus la plupart du temps un lien uniquement superficiel avec les communautés dont il est question, mais ce sont pourtant eux et elles qui en récoltent les mérites, le prestige et la reconnaissance sociale, tout en venant s'approprier les concepts issus des milieux communautaires.
Dernier défi, les participantes décrivent également les injustices épistémiques qu'elles ont subies et les rapports de pouvoir qui prennent place durant les rencontres d'équipe sur des projets de recherche partenariale. Ça se traduit notamment à travers des formes d'exclusion qu'elles subissent dans la participation à la production des savoirs ou à travers la dévalorisation de leur savoir et de leur expertise par l'équipe de recherche. Et évidemment, elles font le lien entre ces formes d'injustice et les différents biais au croisement de la race, du genre, de la sexualité, de l'identité de genre, etc. Je vais sauter quelques... oui, je vais juste prendre un petit moment pour replacer quand même que, toujours sur cette question des injustices épistémiques, plusieurs participantes rapportent également les barrières en termes de langue et de langage qui limitent leur participation à la production des connaissances. D'un côté, certaines vont aborder le langage technique et le jargon académique qui est difficilement compréhensible, et de l'autre, des personnes évoquent plutôt les barrières de la langue française ou le fait qu'elles aient un accent étranger en français comme difficulté pour contribuer lors de réunions de recherche. Ah, mais en fait, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Ok, c'est bon. Donc, au-delà des défis et des obstacles structurels qu'elles peuvent rencontrer, nos participantes nous ont évidemment confié la façon dont elles géraient ces différents défis et les répercussions que ça a eu sur leur vie. Donc, certaines racontent comment elles se trouvent dans des situations de confrontation quand elles identifient explicitement les défis rencontrés. Plusieurs de ces personnes participantes racontent comment leur prise de parole a été reçue de façon hostile par leurs collègues blancs et comment cela participe à invisibiliser davantage leurs paroles et leurs expériences de pression. Au-delà des situations de confrontation, d'autres personnes participantes expliquent comment elles adoptent davantage une posture de retrait sans nommer le problème visé. Donc, je vais sauter ici. Et au-delà de cette alternative de retrait, certaines personnes expliquent qu'elles se tournent vers leurs collègues au sein de l'institution, que ce soit en assemblée générale, lors de rencontres d'équipe ou encore lors de discussions privées, pour partager les défis qu'elles observent et qu'elles traversent. Là, ici, je vais peut-être sauter cette partie-là, mais il y a évidemment un ensemble de répercussions qu'elles ont répertoriées sur leur vie à la fois professionnelle et personnelle dans la façon dont elles sont parvenues à naviguer ces défis en recherche partenariale. Oui, comme ça, tu peux terminer. OK. OK, donc la dernière section des résultats, en fait, c'est par rapport à une des questions qu'on posait en entrevue. Donc, pour toi, ça serait quoi le milieu de recherche partenariale idéal? Donc, vous avez un petit nuage de mots à la gauche avec certains des mots qui sont ressortis ou des suggestions qui sont ressorties de cette question. J'ai décliné, en fait, les trois principaux rêves, les trois principaux conseils, en fait, en trois thèmes ici. Donc, un besoin pour des réseaux de personnes racisées, faire attention aux enjeux de représentation et la protection des communautés. Donc, vous allez pouvoir lire, en fait, les petits extraits. J'ai mis quelques extraits pour chacune des petites sections. Je vais passer vite, mais... donc, pour le réseau de personnes racisées, donc c'est sorti à plusieurs reprises, mais pour différentes raisons. Donc, pour certaines, c'est d'avoir des réseaux de pratiques où on peut discuter des différentes pratiques qui se font dans différents milieux. Pour d'autres, c'est plus d'avoir un mentorat. Donc, je pense que c'est justement cette... Je peux peut-être le lire, en fait. Je pense que ça aurait été vraiment aidant d'avoir une sorte de réseau de chercheurs, chercheuses racisés qui comprennent c'est quoi. Donc, un réseau vers lequel tu peux te tourner quand tu vis une difficulté, où il y a des personnes qui ont déjà vécu ces difficultés puis qui peuvent te dire « Hey, si tu fais tel truc ou si tu te protèges de telle façon, ça pourrait t'aider. » Donc ça, c'est un des besoins qui ressortait. Puis aussi, des besoins de se retrouver dans des moments plus informels. Donc, une reconnaissance que des fois, il y a des choses qu'on a de la difficulté à discuter dans des milieux de travail professionnel et tout, mais que dans l'informel, on peut peut-être s'aider puis discuter, en fait, de moyens passer par-dessus certains des problèmes auxquels on fait face en milieu de recherche partenariale.
Le deuxième, on parle ici de représentation avec vraiment une emphase sur le besoin de plus d'espace par pour avec. Puis aussi de la représentation, pas juste voir des gens qui me ressemblent dans des milieux de recherche, mais de voir des gens qui me ressemblent dans des milieux décisionnels. Donc, les gens qui choisissent où va l'argent, où vont les ressources, dans la répartition de ressources particulièrement. C'est bon. Ça a été un besoin qui a été aussi récurrent puis qui est sorti à plusieurs reprises. Je pense que c'était les deux extraits que j'avais ici. Puis le dernier, c'est la protection et la valorisation des communautés. Donc, quand on parle de protection et de valorisation, on pense souvent à l'aspect financier, mais c'est aussi comment on fait à travers le projet de recherche pour valoriser le savoir qui est amené par les groupes communautaires. Donc, de reconnaître que, tu sais, si les groupes communautaires n'étaient pas là, bien, le projet de recherche partenariale ne pourrait juste pas arriver. Donc, toute cette valorisation-là, comment on fait pour en avoir plus? Puis c'est vraiment comme un élément qui est ressorti. Même dans certaines entrevues, on parlait à des acteurs du communautaire qui se sentaient vraiment comme un bouclier de leur communauté, comme si elles doivent évaluer à quel point un partenaire est safe pour leur communauté avant de permettre qu'un projet de recherche partenariale puisse arriver. Donc, ça, c'est vraiment une des suggestions, en fait, qui est ressortie beaucoup de cette dernière question. Donc voilà, je pense que c'est ce qui concluait le résumé du rapport de recherche, le résumé rapide là, du rapport de recherche que vous pouvez consulter sur le site de Relais Femmes si vous voulez plus de détails. De toute façon, il y a la période de questions après. Puis je vais juste donner un dernier shout-out à Maud Jean-Baptiste et Ornella Tanou. Ça a été vraiment un effort à 4 pendant presque une année, un peu plus, sur ce projet de recherche-là. Donc voilà. Alors en effet, en fait, c'est ce que j'allais dire, parce que vous devez me détester d'interrompre la conférence. Donc, vous voulez en savoir plus sur le travail de Mme Kane, Mme Taher et de l'équipe, allez sur le site, lire ce rapport qui, en plus d'être très beau, est fort intéressant et on mériterait toutes de le lire quand on fait de la recherche partenariale. Je vais moins faire de commentaires tout de suite. Je vais passer tout de suite à notre troisième groupe de panélistes qui vont également nous parler d'un espace par, pour et avec d'un autre ordre, selon un autre dispositif. Et j'arrive. Alors, donc, c'est le collectif KO, le collectif Le Cœur à l'ouvrage, qui est composé, jusqu'à il y a 2 secondes, de moi-même, Catherine Rousseau, de Santé des populations à l'Université d'Ottawa, de Juliette Chevet, en sexologie de l'UQAM, Océane. Vous pourriez lever vos mains, comme ça on va savoir qui vous êtes. Je recommence. Catherine Rousseau. Yeah. Juliette Chevet, de sexologie à l'UQAM, Océane Corbin, communication de l'UQAM, Pascal Dangoise, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous, mais est dans notre cœur, communication Université d'Ottawa, Véronica Gomez, que vous connaissez tous, sociologie de l'UQAM, Lydia Rissi, études des populations de l'INRS. Et donc, le Cœur à l'ouvrage propose un espace de partage et de mobilisation par et pour des personnes étudiantes visant le co-développement de pratiques de recherche en recherche qualitative féministe qui portent spécifiquement sur les violences basées sur le genre. Aujourd'hui, pour ce panel, elles vont nous entretenir d'une conférence qui s'appelle « S'unir pour tenir le cœur à l'ouvrage comme espace de résistance et de solidarité en contexte universitaire ». Vous avez 20 minutes et je vais être stricte sur le temps. Merci Carole. Bonjour, merci Carole de nous avoir présenté. Pour commencer la présentation, je voudrais vous inviter à vous lever. On va le faire aussi pour que vous vous sentiez moins seul. Puis, c'est la fin de la journée. Ça a été une journée longue pour tout le monde. Donc, je vais vous inviter à prendre 3 grandes respirations. Je vais vous guider. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Et une dernière fois, on inspire. Là, vous faites le plus gros soupir de votre journée. On expire. Vous pouvez vous rasseoir. Je vous invite à vous asseoir confortablement. Et puis, à boire, manger pendant la présentation, si vous en ressentez le besoin, de faire en sorte de vous mettre à l'aise, globalement. Si on commence comme ça, la présentation d'aujourd'hui, c'est parce que les rencontres du Cœur à l'ouvrage, notre collectif, sont pensées comme des respirations, comme des pauses dans la frénésie du milieu universitaire, des pauses durant lesquelles on prend le temps de se demander et d'observer dans quelle disposition physique, intellectuelle, émotionnelle on arrive et comment on se sent dans notre corps. Et le reste de la présentation va permettre d'expliquer les raisons de ce choix et à quel questionnement est-ce que ça répond. Merci Juliette.
Merci, Lydia. On est bien entourés au cœur à l'ouvrage. Donc, le cœur à l'ouvrage, en fait, c'est une première initiative étudiante financée par le RECEF. On doit vous remercier chaleureusement pour ça, de nous avoir accordé la liberté et la confiance pour mener à bien ce projet. On est vraiment très enthousiaste aujourd'hui de vous partager, finalement, les fruits de cette démarche. Donc, ce projet-là, on va le voir au courant de la présentation, a vraiment eu des retombées concrètes dans nos cheminements académiques et professionnels. Et en fait, le cœur à l'ouvrage, ça émerge de discussions que Carole et moi avons eues il y a de cela quelques années, en 2017 pour être précise, où on travaillait ensemble dans un laboratoire de recherche et où on travaillait particulièrement sur des enjeux de violence conjugale, coercion reproductive, et où on a rencontré plusieurs situations qui nous ont perturbés, je dirais, émotionnellement, où on s'est beaucoup remis en question dans notre rôle de chercheuse et pour lesquels on n'avait pas nécessairement de réponse. Alors, puis je pense notamment à des entrevues qu'on a menées à domicile, des entrevues avec des auteurs de violences conjugales. Donc, on a voulu savoir s'il existait des outils, finalement, pour nous soutenir dans ces questionnements-là, pour nous soutenir d'un point de vue de santé mentale, de bien-être, et on s'est tourné vers la littérature pour se rendre compte que, heureusement, il y a d'autres équipes de recherche, à l'international en particulier, qui travaillent sur ces questions-là. Et les constats sont un peu les mêmes partout, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des enjeux réels qui sont suscités par l'exposition notamment à des récits traumatiques. Et plus précisément, c'est aussi le constat qu'on parle très peu de la sécurité physique et émotionnelle des personnes chercheuses, qui mènent en particulier des projets qualitatifs sur la violence basée sur le genre. Et ce n'est pas nécessairement des contenus qu'on voit dans les cours classiques de méthodologie qualitative, et pourtant, c'est vraiment des enjeux qui sont réels. On se doutait bien qu'on n'était pas les seuls à vivre ces enjeux-là, et donc on a lancé un appel à participation pour qu'avec d'autres collègues, on puisse s'allier et s'unir et discuter, en fait, de ces enjeux-là pour, le plus possible, trouver des solutions. Donc, le cœur à l'ouvrage a maintenant 1 an et demi d'existence. Et ce qui est aussi vraiment extraordinaire, c'est que quand on a lancé ce projet-là, on ne se connaissait pas. Là. On ne travaillait pas nécessairement ensemble. Et au fil du temps, évidemment, on a développé des affinités professionnelles qui font qu'on mène des projets d'écriture ensemble, des projets de communication comme aujourd'hui. Et surtout, en fait, on a vraiment tissé des liens d'amitié. Puis ça, je pense que c'est vraiment extrêmement précieux là, dans le milieu universitaire de se savoir soutenu comme ça par une communauté. Donc, le cœur à l'ouvrage, en fait, c'est un groupe autogéré qui offre des espaces de réflexion et de soutien entre pairs. Et ce qu'on a fait, c'est qu'ensemble, on a pu aborder la question des défis épistémologiques qui se présentent dans nos terrains de recherche, les enjeux méthodologiques, tout ce qui relève des tensions éthiques qui sont fréquentes, qui sont présentes tout au long des terrains de recherche. Et on a voulu aussi développer des savoirs et des pratiques qui nous permettraient d'y répondre de façon plus intéressante, convaincante là, dans nos différents terrains. Donc, concrètement, ce qu'on a fait, et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, on a vraiment développé des outils pour traiter en particulier de la question des émotions qu'on vit comme personne chercheuse lorsqu'on mène des terrains de recherche difficiles ou sensibles, et évidemment de parler aussi de tout ce qui relève des risques de trauma vicariant, de l'exposition répétée comme ça à des récits de violence. Donc, le cœur à l'ouvrage a joué plusieurs rôles dans nos projets respectifs. Celui en particulier de nous aider à mieux faire de la recherche. On pense absolument que ça nous a permis de faire des recherches qui sont plus rigoureuses, qui sont plus transparentes. Mais c'est aussi peut-être surtout le fait de nous permettre de continuer de faire de la recherche. On le sait qu'il y a vraiment des enjeux quand on est saturé émotionnellement, quand on vit des symptômes de trauma vicariant. Ça a un impact direct là, sur notre engagement face à nos terrains de recherche. Ça l'a aussi permis d'améliorer notre expérience étudiante au cycle supérieur, notamment pour briser l'isolement social qu'on peut vivre, qui est malheureusement extrêmement commun, et se soutenir mutuellement à travers tout ça. Donc, nous voici. On est 7 membres donc de 4 universités différentes qui poursuivent actuellement ou qui ont terminé maintenant, on va vous en parler, des études supérieures dont les travaux portent sur des enjeux de violence basée sur le genre et qui sont toujours menés dans une perspective qualitative. Donc, au cours de la présentation, il y a différentes citations qui ont été tirées là, des séances qu'on a pu avoir ensemble dans la dernière année et demie. Et on a aussi pu avoir nos portraits dessinés par une artiste, Carole Bérubé-Terrien, on la remercie d'ailleurs, qui permet finalement d'illustrer qui a dit quoi. On trouvait que ça rendait la présentation un peu plus humaine.
Merci. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, être une étudiante au doctorat ou à la maîtrise qui travaille sur des enjeux basés de violence basée sur le genre, ben, c'est porter un regard critique sur des réalités qui sont parfois très douloureuses, mais c'est aussi naviguer un système universitaire qui n'est pas toujours prêt à soutenir ce type d'engagement. Comme vous pouvez l'imaginer encore, le temps et le financement manquent, particulièrement pour les étudiantes. Les exigences administratives, les délais serrés, la précarité financière rendent le travail lent, sensible et difficile et relationnel, vraiment plus difficile. Donc, c'est vraiment plus difficile de faire une recherche sur les violences qui est humaine et éthique dans ce contexte-là. Ces conditions-là se multiplient, notamment pour les étudiantes issues de groupes minorisés, donc racisées, queer, migrantes ou même les étudiantes en situation de maternité. On entend souvent beaucoup des discours qui paraissent bien intentionnés, qui nous disent « Ah, ben si t'es pas fait pour ce type de recherche-là, ben change ». Comme si la douleur et les émotions qu'on ressentait en écoutant, en analysant ou en lisant des récits de violence étaient des signes de faiblesse plutôt qu'une implication éthique et humaine dans nos projets de recherche. On réalise, malgré nous, que l'université valorise encore une sorte de neutralité, de distance et d'objectivité par rapport au sujet de recherche, et ça, même dans les milieux féministes. Cette culture universitaire peut même devenir violente en elle-même, une violence structurelle qui se manifeste dans l'isolement, les attentes déraisonnables et dans une valorisation de la souffrance, comme si la souffrance était devenue un rite de passage pour la reconnaissance académique. On voit aussi que l'université propose des outils, des solutions, des groupes de soutien, des groupes de bien-être, et c'est important. Mais ces solutions-là viennent souvent traiter les symptômes plutôt que de répondre à essayer de trouver c'est quoi les causes qui créent ces symptômes-là. Donc, on soigne sans remettre en question la culture même de la recherche, celle qui épuise, qui isole et qui reproduit ces rapports de pouvoir, les mêmes rapports de pouvoir qu'on prétend déconstruire dans nos travaux de recherche. C'est donc pour répondre à ces conditions matérielles et structurelles que le Cœur à l'ouvrage a vu le jour et continue à vivre. Comme collectif, nos pratiques s'inscrivent dans 4 approches théoriques et philosophiques, soit le groupe à soi, la slow science, l'éthique du care et l'activisme du plaisir. C'est correct, ça va. Donc, le groupe à soi s'est inspiré par la thèse de Virginia Woolf, selon laquelle la liberté intellectuelle est tributaire d'éléments matériels et que pour créer, on a besoin d'avoir des espaces préservés pour réfléchir et prendre le temps. Comme étudiante, c'était vraiment important, comme le port, d'avoir un espace qui était par et pour nous et avec nous, dans lequel on pouvait réfléchir, développer des nouvelles connaissances intellectuelles et prendre soin de nos émotions ensemble. On a aussi décidé de se mettre en contradiction avec le rythme productiviste de l'université où est-ce qu'il faut toujours publier, produire sur des échéanciers très serrés pour prendre le temps de produire. Donc oui, on va vous le partager tantôt, on a eu des vraiment belles opportunités de faire des transferts de connaissances comme aujourd'hui, mais c'est toujours en respectant le rythme de chacune, en s'assurant qu'on collabore chacune à la hauteur de qu'est-ce qu'on peut contribuer dans le moment. Donc on se force pas à aller au rythme de l'université. C'est d'ailleurs une des choses qu'on s'est dit dans notre première rencontre. On prend notre temps, puis on verra ce que ça va donner comme groupe. Pour l'éthique du care, c'était vraiment important pour nous d'avoir une responsabilité mutuelle pour le bien-être de chacune, mais aussi pour le bien-être du groupe. C'est pas juste dans une perspective individuelle qu'on conçoit le care, c'est vraiment dans une perspective collective. Ça contraste quand même beaucoup avec le milieu universitaire, parce qu'on place vraiment la bienveillance au cœur de toutes nos interactions, notamment à travers tout simplement des hochements de tête, des sourires, la validation des expériences, puis apprendre à prendre soin les unes des autres, ça va vraiment au-delà des mots. C'est aussi en s'assurant le relais des tâches, donc vraiment dans des manières pragmatiques et en acceptant le rythme de chacune. Donc, on essaie vraiment de mettre des conditions structurelles dans notre groupe pour s'assurer que tout le monde se sente constamment bien. Et finalement, mon préféré, l'activisme du plaisir, qui a été conceptualisé, théorisé par Adrienne Mary Brown, qui cherche à
recentrer le plaisir dans nos vies. Donc, on conçoit le plaisir, surtout dans le milieu universitaire, comme un acte qui est politique, qui nous permet de nous donner de la force individuellement et collectivement et d'explorer le plaisir dans le monde universitaire. C'est un peu ce qu'on s'est donné comme mission. Donc, saisir les petites bulles de plaisir, créer des bulles de plaisir pour nous, quand on crée des espaces de transfert de connaissances aussi. Donc, vous allez voir comment on a eu du fun avec le cœur à l'ouvrage dans les prochaines diapositives. Parfait. Donc maintenant, si on y va un peu plus concrètement par rapport au fonctionnement du cœur à l'ouvrage, donc on a eu 6 séances formelles, c'est-à-dire des séances où on s'est rencontrés en personne, en présentiel, et chaque séance avait une thématique très précise. Et on a eu quelques rencontres de planification via Zoom. On s'est rencontrés dans 3 différentes universités et on a pris vraiment la journée ensemble. On prenait le temps de luncher également. C'est important qu'on mange ensemble lors des journées. Puis, à chaque rencontre, il y a toujours quelqu'une qui s'occupait de faire les procès-verbaux de la rencontre pour garder des traces. Par rapport aux thématiques abordées, en fait, chaque rencontre était en équipe de 2, donc 2 personnes qui s'occupaient toujours de planifier les rencontres, les thématiques et l'ordre du jour de la rencontre. Et puis, il y a différentes thématiques qui ont été abordées, mais on pourrait les diviser peut-être en 2 grandes catégories. Donc, d'abord, tout ce qui touche les postures et les impacts. Donc, les émotions en recherche, les effets de travailler sur les violences basées sur le genre, la fatigue de compassion, la saturation émotionnelle, tout ce qui touche aussi les pistes de soutien, de solidarité, mais également aussi les défis, les contradictions qu'on rencontrait, les imprévus lors des terrains, par exemple. Puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on a parlé beaucoup de santé physique, de santé mentale et des réactions qu'on pouvait avoir émotionnelles, mais aussi physiques parfois face à différents récits ou différentes difficultés qu'on rencontrait lors de nos recherches ou de nos terrains. Par rapport aux procédures, on a beaucoup abordé les questions de processus méthodologiques, éthiques, le lien ou le non-lien, des fois entre théorie et pratique, où on voyait que ça concordait, puis des fois, c'était pas du tout la même chose lorsqu'on arrivait en terrain, et aussi des réflexions critiques, bien entendu. Pour le déroulement des séances, donc chaque rencontre a été enregistrée, bien sûr, avec le consentement de chaque personne et en toute confidentialité. Les contenus audio sont une propriété collective du cœur à l'ouvrage, donc sont accessibles à nous toutes. Donc, les rencontres commençaient habituellement par un tour de table où on prenait vraiment le temps de voir comment on se sentait, comment on arrivait en rencontre. On essayait de prendre vraiment le pouls du groupe et de voir s'il y a des thématiques qu'on voulait absolument pas aborder. Donc, on le nommait dès le départ. Par la suite, il y avait toujours une activité brise-glace où on prenait vraiment le temps, un peu comme on a fait avec Juliette en début de présentation, où on prenait le temps vraiment de rire, de créer du lien, de détendre les personnes. Puis, le moment de partage donc sur les thématiques à l'ordre du jour. Donc, comme on l'a dit, on prenait vraiment le temps. Personne n'était obligé de prendre la parole, c'était pas obligatoire. On accueillait les propos du mieux possible et on faisait souvent des liens entre nos expériences. Et c'était très, très libre comme rencontre. C'était ça le but aussi. Donc, il n'y avait rien de forcé. On était toujours dans l'écoute. Puis, on riait beaucoup d'émotions. On pleurait aussi parfois. Donc, ça nous faisait beaucoup de bien. C'est vraiment un espace pour nous. Puis finalement, les check-out, c'est les moments où on quittait le groupe, puis on faisait toujours un tour de table pour voir comment est-ce qu'on quittait, avec quoi on quittait, si tout le monde était correct. Voilà. Je vais juste aussi mentionner, 1 an et demi seulement, mais quand même quelques de belles contributions. Les contributions sont détaillées sur le site du cœur à l'ouvrage, sur le site web du RECEF, en particulier sur le laboratoire virtuel du RECEF. Mais en gros, on a eu 6 communications. On a fait conjointement, jamais toute seule, donc 6 communications scientifiques, 2 balados, 1 article de vulgarisation et un chapitre qui a été soumis dans un ouvrage collectif. Et tout ça, ça rejoint différents publics. Donc, je pense qu'on a un très beau bilan pour 1 an et demi. Donc, ça fonctionne peut-être la lenteur en milieu académique.
Oui, donc moi je vais vous parler un petit peu plus en profondeur, oui merci beaucoup, des exemples de ce qu'on a pu faire concrètement durant les rencontres. Donc déjà, afin de faciliter nos échanges, on a fait appel à la technique du journal de bord. Donc ça nous permettait aussi de justement apporter des extraits, que ce soit durant nos rencontres ou avec le Slack, donc un espace qu'on avait réservé pour le car à l'ouvrage qui n'interférait pas avec nos autres comités ou groupes de recherche. Puis on a pu du coup toucher à des sujets auxquels on n'aurait pas touché si on n'avait pas eu ces journaux de bord, comme l'impact et les retombées en fait de nos recherches sur nos relations sociales, romantiques, amicales et aussi professionnelles. Puis on avait beaucoup d'activités, comme on a fait également aujourd'hui au début, qui nous permettaient de revenir dans nos corps, parce qu'on sait que dans la recherche, on est beaucoup dans nos têtes, mais on se détache un petit peu de tout ce qu'il y a en dessous. Donc ça nous permettait de revenir vraiment dans nos corporalités individuelles, avec des activités aussi comme de la méditation, mais aussi du dessin, du collage et des choses plus artistiques. On a également, donc, comme l'a mentionné Véronica, fait appel aux Icebreakers, activité brise-glace. Puis là, par exemple, on avait une activité où c'était apporter un objet qui représente votre recherche. Puis moi, j'avais apporté un petit cristal en forme de cœur. Pourquoi ? Parce que j'adore ma recherche, j'adore ce que je fais. Cependant, c'est dur, c'est froid, c'est piquant. Donc, c'est quand même un rapport assez conflictuel. On choisit notre sujet, mais en même temps, on n'aime pas ce qu'on étudie et on le dénonce. Donc, c'est compliqué au quotidien. Puis sinon, on a également des activités réflexives sur la signification du plaisir, puis des activités de check-in, par exemple, lorsqu'on vient nous voir et on nous demande comment ça va. Souvent, on résume en une phrase, mais on n'est jamais qu'une seule chose à la fois. Donc, on a créé la salade de fruits pour un petit peu expliquer comment on se sent. Donc, imaginons si kiwi, c'est la joie, la mangue, c'est la fatigue, le raisin, c'est la frustration. Dans ma salade de fruits, aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de raisins, mais un peu de mangue, un petit peu de pommes, puis on pourrait dire que ça représente autre chose. Et ça nous permet en fait de représenter un petit peu mieux comment on se sent à un moment donné dans notre recherche aussi, parce que sinon en fait on se réduit aussi un petit peu, puis on n'explique pas réellement comment on arrive dans la rencontre. Donc on a pu aussi créer l'hôtel du bien-être, qui est un lieu symbolique, fictif, rêvé, un lieu potentiellement qu'on pourrait atteindre un jour, qui sait. Puis ça nous a permis de rêver aussi. Donc qu'est-ce qui viendrait répondre à nos besoins en tant que chercheurs, chercheuses actuellement. Puis là, on voit, c'est assez explicite, par exemple, toute une montagne d'argent pour la sécurité financière, chose très rare dans le parcours doctoral. Du social, on a la nature à l'extérieur. On a également un endroit pour se mettre en habit confortable, parce qu'on sait qu'il y a quand même des codes vestimentaires qu'il faut beaucoup respecter dans le milieu académique. C'est pas forcément les plus confortables non plus. Le soutien professionnel, psychologique et du fun aussi, donc de l'artistique, ce qui nous manque beaucoup. On a beaucoup de codes, comme j'ai dit, à respecter au niveau du format, des livrables aussi, de beaucoup de choses. Et c'est dur des fois de sortir de ça. Puis on a également dessiner physiquement les retombées de nos recherches sur nos corps. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est, comme vous l'avez entendu, toutes sur des terrains différents. Moi, par exemple, je fais principalement du terrain en contexte numérique, et pourtant, on avait les mêmes impacts sur, par exemple, nos mains, nos pieds, nos têtes sont particulièrement affectées. Donc, on a aussi pu remarquer que assez souvent, on se sent détaché. C'est comme si ce qu'on lisait disparaissait un petit peu dans nos têtes, mais pourtant, ça reste et ça ne nous quitte plus, même des années après, certains entretiens comme P31, P30, qui restent aussi dans la tête pendant très très longtemps. Puis on a également créé un petit carré des sentiments interdits. Des fois, on a des sentiments qui apparaissent, puis on a un petit peu honte, on ne se permet pas de les ressentir, et pourtant, ceux-ci sont très importants. Carole me fait des signes, je vais conclure rapidement. Pour conclure, le cœur à l'ouvrage, ça a été pour nous un espace de résistance et de résilience. On a réussi à créer ensemble un espace de partage bienveillant et critique en même temps, qui nous a accompagnés tout au long de nos parcours au cycle supérieur, puis qui continue à le faire, qui nous a accompagnés dans nos questionnements éthiques, méthodologiques et épistémologiques. Et le fait qu'on soit chacune à différentes étapes de nos projets, ça nous a permis de nous soutenir. Il y en a qui étaient aux étapes d'analyse, de rédaction, d'autres qui commençaient leur terrain, et on s'est vraiment accompagnés là-dedans. On a réussi à créer ensemble des liens de solidarité qui, comme on l'a dit, permettent de briser l'isolement, de se soutenir dans les difficultés, et le fait de travailler sur des outils de partage de savoir, notamment en utilisant des
outils plus créatifs, plus artistiques, comme le décrivait Océane, a permis d'explorer des thématiques qui sont peut-être plus difficiles à mettre en mots ou qu'on n'explore pas habituellement dans nos recherches universitaires. Donc on s'est rendu compte que de passer par d'autres moyens permettait d'arriver à d'autres résultats, avec peu de surprises finalement. Est-ce qu'on peut passer? Merci. Ce collectif-là, Le Cœur à l'ouvrage, a vraiment favorisé nos diplomations. Il y a 4 personnes qui ont été nouvellement diplômées ou le seront dans les prochaines semaines au cours du Cœur à l'ouvrage. Et en plus de créer ces espaces de solidarité et de soutien, c'est un collectif qui a permis de nous soutenir et de nous aider dans l'avancement de nos carrières, que ce soit en nous donnant des opportunités de réseautage, de soutien mutuel pour les rédactions de bourse, de bonification de nos dossiers ou des opportunités de rédaction et de publication. Ce groupe-là a été possible grâce au soutien du RECEF, soutien financier du RECEF, qui, en accord avec ce que disait Lydia, ce que présentait Lydia sur l'approche du groupe à soi, où la production intellectuelle est tributaire des conditions matérielles. Le fait d'avoir le soutien financier du RECEF, ça a permis de payer les repas, par exemple, ou de rembourser les transports pour certaines des membres du Cœur à l'ouvrage, et donc de créer un espace chaleureux où on pouvait se rencontrer et où l'obstacle financier n'était pas un obstacle. Pour le mot de la fin, c'est le mot d'une de nos collègues qui est absente aujourd'hui, qui s'appelle Pascal, qui dit « Je connais au moins 2 personnes qui ont arrêté leur recherche parce que l'impact mental, la charge était trop importante. Je me dis, à travers ça, si on est capable d'aider les chercheurs à faire leurs recherches, on va même avoir plus de chercheurs qui vont pouvoir faire de ce monde une meilleure place parce qu'elles vont avoir les outils. » Ce qu'on veut vraiment souligner avec ce collectif-là, c'est que oui, ça nous a aidés individuellement à passer à travers nos parcours et à avancer dans nos parcours, mais ça permet aussi de faire de meilleures recherches qui sont de meilleure qualité parce que ça fait de nous des chercheuses qui sont accompagnées, soutenues et en santé. Pour le mot de la fin, je voudrais remercier les interprètes LSQ d'avoir rendu la présentation accessible, puis au RECEF d'avoir mis ça en place. Et vous avez ici le lien vers la page sur le site du RECEF pour en savoir plus. Merci. Et on est-tu chanceuses et chanceux, nous autres, d'avoir eu un panel aussi intéressant? Alors moi, je retiens aussi de toutes nos panélistes à quel point vous avez eu à défricher des nouveaux champs, défricher des nouveaux espaces, à remettre en question aussi les cultures organisationnelles et à rendre plus visibles les rapports sociaux qui les traversent. Alors pour ça, merci beaucoup. Je descends dans la salle. Je vais à votre rencontre. T'as eu le show woman. Je vous invite à me faire signe si vous voulez réagir, poser des questions, si vous avez envie, besoin de clarification, si vous voulez, je sais pas, moi, prendre le micro, tout simplement. On va prendre un petit 8-10 minutes, max. Bonjour, ça m'a vraiment interpellée la question de comment prendre du recul, notamment quand on accueille des récits de vie qui peuvent être très traumatiques. Et je me demandais du coup sur plus cet angle-là, comment est-ce que vous l'aviez abordé? Est-ce que vous êtes allé voir peut-être des cliniciens, praticiens, psychologues ou des choses comme ça? Parce que j'imagine que ça se cumule en plus du coup du stress des études, du financement. Mais du coup, comment vous avez pu développer des outils par rapport à ça aussi? Oui, vas-y. J'ai pas de micro, là. Est-ce que vous voulez commencer? Je sais pas s'il faut ça. OK. Je vais répondre collectivement. C'est sûr que la thérapie, c'est quelque chose qui existe, mais encore une fois, c'est une solution individuelle qui individualise le problème puis qui dit que c'est nous le problème parce qu'on vit des émotions difficiles, parce qu'on entend des histoires difficiles, alors que je pense qu'on essaie à la fois d'avoir, oui, cette voix individuelle, mais aussi comme une voix collective où est-ce qu'on prend soin des gens alentour de nous, les unes et les autres. Puis ça, c'est quand même gratuit d'un côté financier de prendre des nouvelles des chercheurs qu'on connaît qui peuvent entendre des récits difficiles. C'est sûr qu'au fil de nos rencontres, on a parlé beaucoup de stratégies, notamment porter un vêtement différent quand on fait un entretien, arriver chez nous, prendre une douche comme un genre de vortex où est-ce qu'on se nettoie des pensées, le journal de bord, le Slack, tous ces outils d'annotation-là aussi qui sont accessibles, qui sont gratuits, qui rajoutent pas une barrière financière, ont été nommés. Mais je pense que c'est vraiment
le collectif, puis sans qu'on vienne nommer les éléments directement traumatisants, de dire qu'on a entendu, qu'on a eu un entretien qui était plus difficile. Déjà, ça fait du bien, puis de pouvoir en parler, puis de se soutenir, puis de le traiter comme l'expérience de violence que les personnes avec qui on travaille vivent. C'est pas un problème individuel, c'est un problème de société, c'est un problème collectif. Puis nous aussi, quand on les entend dans le trauma vicariat, de l'aborder comme un problème collectif, puis de le traiter collectivement plutôt que tu dois te gérer toute seule, puis il va y avoir une thérapie où tu n'es pas faite pour ça, donc de l'attaquer de front ensemble. Pour ma part, mais en fait, c'est parce que je m'y attendais vraiment pas à cette difficulté-là. Moi, c'était pas la première fois que je faisais des entrevues, c'était pas... Puis on a dit qu'on a fait les entrevues de septembre à novembre, mais il y en a eu 19 en septembre. Puis c'est moi qui les ai fait, les 19 en septembre aussi. Donc, c'était comme vraiment intense. Puis tu parles à des personnes noires ou racisées qui font de la recherche partenariale. Fait que tu comme moi, dans des milieux majoritairement blancs, comme moi. Fait qu'il y avait quelque chose aussi d'assez individuel pour ça, où moi, mon réflexe a été de me tourner vers Relais Femmes et l'organisation pour laquelle je travaillais, puis de dire, tu sais, est-ce qu'il y a moyen qu'il y ait des banques d'heures de ressourcement qui soient développées, des banques d'heures où je peux comme prendre une pause, puis ça mange pas dans mes vacances, ça mange pas, mais juste comme d'absorber. Tu sais, quand tu viens de faire une entrevue, puis après, tu as une rencontre d'équipe, puis après ça, c'est comme non. J'ai pas l'espace mental pour ça. Donc, pour moi, ça a été un peu plus ça, le réflexe. Aussi, de se tourner vers l'équipe. C'est sûr que c'est des informations confidentielles, donc je pouvais pas nécessairement partager ce qui venait de se passer. Par contre, juste de sentir de la compassion ou de l'empathie par rapport à l'équipe, aux gens qui sont autour de toi, en mode, ouais, comme ça doit pas être facile ou on comprend et tout. Pour moi, ça m'a aidé juste pouvoir partager, pouvoir dire que c'est difficile, tu sais. Donc, il n'y a pas toujours l'espace à ça, de dire que c'est difficile, mais moi, j'ai quand même été chanceuse avec Saz, avec Maud, Ornella, aussi d'autres membres de l'équipe. J'ai été quand même capable de partager les difficultés, les comités aviseurs aussi, les autres personnes qui étaient autour. Je pouvais un peu, partager à quel point c'est difficile, mais c'était pas quelque chose auquel je m'attendais, tu sais, parce que c'était... Puis ça te fait revisiter toi aussi des choses que tu as vécues, donc c'était vraiment comme un tourbillon. Mais c'est bon, après, c'était octobre, il y en avait presque plus, donc ça allait. Mais pour le mois de septembre, ça a été aidant d'avoir ça en place, for sure. Puis, je vais passer le micro à Catherine, mais je pense que c'est aussi important de se dire que c'est correct de pleurer durant des entretiens. Puis ça, c'est l'équipe ici qui me l'a appris, que moi, je viens de commencer mon terrain, puis mes 3 premiers entretiens, j'ai pleuré, puis j'ai ri avec elles, puis j'ai validé leurs expériences en disant « Ouais, c'est fucked up ». L'idée qu'on est nerd, puis la distance, tout ça, je pense que c'est important de déconstruire ça. Là, on est en 2025. Puis justement, sur la question du soutien psychologique, là, c'est de plus en plus discuté. J'en parle avec certaines équipes de recherche qui mettent en place, qui réservent un montant, un peu comme tu l'as souligné, pour avoir un soutien psychologique à même l'équipe. Donc, c'est une psychologue ou un psychologue qui est embauché, qui offre des séances avant le terrain, pendant le terrain, puis après le terrain. Donc, de plus en plus, il y a ce genre de pratique qui est mise en place dans les milieux de recherche, mais c'est des initiatives un peu spontanées, là. Donc, éventuellement, ça pourrait être intéressant justement de réfléchir à comment mettre ça en place partout pour assurer le travail pérenne, pour que les gens qui travaillent sur des sujets difficiles comme ce qu'on fait restent là, qu'on fasse le travail qu'on aime à long terme. Donc, je pense qu'il y a peut-être cette idée-là là, qui pourrait être mise de l'avant dans les milieux de travail. Ah, merci. C'est ça. Ce que je remarque de l'ensemble des présentations, là, on parle du milieu universitaire, mais c'est une structure tellement rigide. Là, là je le vois, bon, avec Valérie, nous, on commence à mener un projet, là, puis on le voit par rapport aux professeurs vieillissants, puis, tu sais, l'idée de c'est quoi un bon professeur. Puis là, je sens finalement qu'on réplique ça un peu, et là, qu'au moins les jeunes s'organisent. Moi, c'est une étudiante qui m'a réveillée. C'est mon étudiante noire qui me dit, tiens, Andrani, c'est bien beau, mais concrètement, ils sont où? Est où l'argent, les charges de cours, etc.? Faudrait que tu m'aides. Là, je fais, hey, merde, elle a bien raison. Tu sais, il faudrait que tu parles aussi. Tu sais. Donc nous, on essaie de travailler avec nos conventions collectives pour les profs déjà installés, mais on voit encore là que c'est pas facile. C'est tellement rigide comme structure que je pense que si on a besoin de se parler, peut-être ça me dit, en nous écoutant, qu'on a besoin peut-être de se parler plus profs, étudiants, entre profs, de casser la rigidité de la structure, parce que je pense dans tous les milieux de travail,
travail, là, moi, j'ai travaillé dans le communautaire, j'ai eu un choc là, par cette structure rigide-là, là, basée beaucoup sur l'apparence, sur le non-dit, très violent. Donc, je peux comprendre que les jeunes s'organisent. Je suis bien contente de voir ça. Fait qu'il faudrait peut-être nous autres aussi s'en inspirer pour pour les conventions collectives ou même aller plus loin, effectivement. Mais en tout cas, ça me parle beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a qui ont d'autres idées, mais moi, ça me parle quand même beaucoup. Là, ça me fait réfléchir beaucoup. Merci pour votre présentation. Je vais parler de la précarité dans le milieu universitaire vécue par les minorités ethniques qui sont docteurs, qui ont soutenu leur doctorat au Canada, surtout au Québec, comme moi. Je suis une de ces personnes concernées. Donc, je vais mettre accent sur le manque de ressources permettant à ces personnes d'accéder au marché du travail. Il y a des gens, juste pour donner un exemple, concernant leurs conditions, qui créent une barrière pour trouver un poste, un job. Donc, ce sont des personnes qui ont vécu harcèlement, microagression peut-être, par leurs anciens, je ne sais pas, avec qui ces personnes ont travaillé avant et où il y avait des conflits d'intérêts et qui ont dû changer leur milieu de travail, ce qui, à son retour, mène à l'isolement, manque de leur mécanisme de soutien, parce que n'ayant pas un réseautage bien établi, ces types de personnes quittent le Québec ou le Canada ou quittent le Québec au Canada. Il y a des problèmes bien sûr, les effets pervers sur la santé mentale à cause de cette précarité. Il y a des mentions symboliques dans la politique équité, diversité, inclusion que vous avez abordée au cours de votre présentation. Donc, je voudrais parler de mon propre observation. En tant que personne appartenant à une minorité ethnique. Je suis docteur en sociologie depuis 2023. J'ai soutenu ma thèse de doctorat à l'Université de Montréal en sociologie. J'ai fait un postdoc après à l'UQAM sur un projet sur les demandeurs et demandeuses d'asile habitant au Québec. Et depuis l'année dernière, je cherche un emploi. J'ai des problèmes de sommeil des fois et je pense je peux quitter ce pays, je ne sais pas, etc. Donc, ça crée un problème majeur sur notre propre santé mentale. Psychologie, je vais donner charge de cours, je parle très bien anglais, très très bien. J'ai fait mes études en bac en anglais. Ma première langue étrangère, c'est anglais. Donc, qu'est-ce que vous suggérez, à qui approcher, quelles organisations existent pour désolé pour la prononciation, employment, employabilité, de ce type de minorités ici au Québec où les organisations, j'aimerais entendre surtout. Merci. Merci, je vais vous donner 1 minute pour répondre, c'est ça qui est ça. Je nous rappelle que nous allons avoir une pause dans 1 minute, une pause de 10 minutes. On vous suggère d'en profiter pour continuer la conversation, discuter, aller voir les panélistes, discuter entre vous, etc., etc. Aussi, je vous rappelle que vous êtes invités fortement à rester, puisque nous aurons la chance d'entendre Laurence Hamel-Roy et Mylène Fauvel qui vont animer la discussion de la journée au complet, et que nous aurons ensuite la chance d'écouter Chantal Maillet pour le mot de la fin. Donc pas de panique, là je suis un peu stricte, mais on aura le temps d'échanger encore un peu plus tard aujourd'hui. Je ne sais pas quoi vous dire, 30 secondes, 1 minute. Allez-y, et après je vous coupe le sifflet, je m'excuse. Peut-être pour répondre à ta question, je pense que c'est vraiment de mobiliser tous les réseaux que tu connais, les réseaux de recherche, les réseaux, ton entourage, les personnes que tu as côtoyées dans ton doctorat, et de continuer à en parler. Mais c'est vrai que je connais aucun organisme spécifique qui
il en existe peut-être, mais moi, j'en ai pas connaissance, malheureusement. Puis je te souhaite... Oui, oui, oui. Même si j'avais pas la barrière de la langue et d'autres difficultés que d'autres ont pu vivre.